100% sport. Et ce soir, place aux échecs. La discipline a le vent en poupe. Peut-être depuis le succès de la série Le jeu de la dame sur Netflix. On va en parler ce soir avec notre invité. Bonsoir. Happy Hour. 100% sport. Et ce soir, place aux échecs. La discipline a le vent en poupe. Peut-être depuis le succès de la série Le jeu de la dame sur Netflix. On va en parler ce soir avec notre invité. Bonsoir Jérôme Valenti. Bonsoir. Vous êtes président de l'échiquier romano-péageois et président du comité départemental du jeu d'échecs. Alors cette série a succès, le jeu de la dame, vous-même, l'avez-vous regardé? Oui, je l'ai regardé, on l'a regardé en famille d'ailleurs, c'est chouette, ouais. C'est l'histoire romancée et un peu fantastique de Suzanne Polgar en fait, tout simplement. Pas Judith Polgar, pardon, pas Suzanne, Judith, qui était une des meilleures joueuses du monde. Pouvez-vous dire au lecteur de Life ce que ça fait? Je veux dire, être une femme au milieu de tous ces hommes. Je m'en fiche. On n'est pas tout le temps en compétition. Les échecs peuvent également être magnifiques. Vous êtes orpheline, Bess. J'aime bien être seule. Je me sens en sécurité. C'est tout un univers qui se retrouve dans 64 cases. Mademoiselle Herman, Bess. Psychose et créativité vont très souvent de concert. Alors Jérôme Valenti, vous dites que vous allez regarder la série en famille. Vous jouez aux échecs. Est-ce que tout le monde joue aux échecs à la maison? Non. Alors celles et Les ceux qui ne enfants, jouent pas aux échecs ont pu apprécier tout de même. Oui, absolument, oui, ça se regarde, c'est un film fantastique en fait, il y a un côté fantastique, mais en même temps très ancré dans le réel. Alors c'est pas l'histoire de Judith, parce que Judith était pas orpheline, c'est son père, son père a formé ses 3 filles, qui sont toutes devenues des grandes championnes, et Judith, elle, est devenue vraiment une très très forte joueuse. À l'égal des hommes, je crois qu'elle était au 4e mondial au zénith de sa carrière. Ce qui est beau dans cette série, c'est qu'il y a aussi une esthétique du jeu. Parce que les échecs, ce n'est pas que de la réflexion, de la stratégie. Il y a aussi des plateaux, des pièces qui sont parfois formidablement bien travaillées. La gestuelle des joueurs et des joueuses, leur mimique, leur façon de saisir les pièces. Oui, bien sûr. Et puis, je dirais que l'esthétique, elle est dans le jeu lui-même, quoi. Et c'est un jeu qui est très, très esthétique. Il y a d'ailleurs tout un pan qui s'appelle les études. Donc, il y a des compositeurs et il y a des tournois de compositeurs. C'est à celui qui proposera la position, l'énigme, je dirais, échiquienne, la plus incroyable, la plus extraordinaire. Oui, c'est un jeu qui fait une part belle au côté artistique. Oui, Mais ça dépend vraiment du joueur ou de la joueuse, parce que certains ont des façons de jouer complètement différentes. On dit par exemple de Kasparov qu'il a un jeu très agressif, alors que Karpov, lui, c'était plutôt l'élégance. Il y a des styles, effectivement, il y a des styles, et donc les joueurs, en fonction de leur style, de là où ils sont bien, choisissent leur répertoire d'ouverture et vont plutôt aller dans des ouvertures qui conduisent à des positions qu'ils apprécient. Soit des positions fermées, soit des positions plutôt avec un jeu stratégique. D'autres, comme Michael Tal, par exemple, était très connu pour enflammer l'échiquier et aller tout de suite dans des positions extrêmement complexes, très tactiques. Voilà, oui, il y a des styles, bien sûr. Il y a des styles. Et les échecs ont-ils évolué depuis cette époque dépeinte dans la série, les années 60? Les échecs ont évolué, bien sûr, la théorie ne cesse d'évoluer. D'ailleurs, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la mise en... C'est les parties du logiciel réseau de neurones là, proposé par Google, j'ai oublié son nom, qui propose un jeu extraordinaire, un jeu qui ouvre de nouvelles perspectives. Les échecs ont encore beaucoup d'évolutions à venir, oui, bien sûr. Dans le sillage de la série, avez-vous ressenti dans les clubs régionaux, notamment à Romans, un frémissement, un intérêt plus marqué pour les échecs, des demandes
Oui, je dirais qu'il y a deux effets, il y a deux événements en fait qui ont marqué notre discipline. Il y a la crise du Covid qui a fait que pendant 2 ans on n'a pas pu se réunir autour d'un échiquier on the board là, pour jouer face à face. Donc on a beaucoup joué en ligne et il y a beaucoup de joueurs qui se sont mis à jouer en ligne en fait. Hein, les plateformes ont doublé voire triplé leur fréquentation au moment du confinement notamment. Il y a eu ce premier effet-là, donc les gens ont découvert le jeu, ils se sont pris voilà, d'intérêt pour ce jeu et ils ont eu envie ensuite de pousser la porte d'un club. Et puis il y a la série, bien sûr, la série qui fait naître des vocations, et surtout sur les jeunes filles, chez les jeunes filles, j'espère. Alors bon, j'espère que les femmes et les jeunes filles vont venir dans les clubs. Tout à fait. On va en parler d'ailleurs dans cette émission parce qu'on va parler de la place des femmes dans les jeux d'échecs. Vous nous direz s'il y a de grandes championnes. Vous êtes avec nous, Jérôme Valenti, président de l'échiquier romano péageois et président du comité départemental du jeu d'échecs. On parle des échecs ensemble jusqu'à 18h30. À tout de suite. Avec les échecs ce soir à l'honneur, les clubs d'échecs de Drôme et d'Ardèche sont très dynamiques, ils savent se réinventer au quotidien pour étendre la discipline à tous les âges, à toutes les catégories sociales. On va en parler avec Jérôme Valenti, notre invité, président de l'échiquier romano péageois et président du comité départemental du jeu d'échecs. On parlait avant la pause des échecs comme technique, anticipation, stratégie, et puis des échecs comme un art aussi. C'est vrai que depuis très longtemps, les échecs fascinent, ils ont toujours émerveillé. Il y a d'ailleurs des livres qui existent depuis très longtemps. Il y a une très très grande littérature échiquienne, il y a des centaines de milliers d'ouvrages depuis des siècles et des siècles. Le premier ouvrage connu, c'est un ouvrage perse. Je crois que c'est 782 au 8e siècle. Mais il y a énormément de littérature. Le premier ouvrage européen, c'est une commande de la reine d'Espagne, Blanche de Castille, je crois, 1500 et quelques, 1512. Et puis voilà, bon, enfin, il est pareil des milliers de bouquins. Ouais, et puis qui ont déterminé les plus belles parties, les plus belles combinaisons. Et puis les périodes aussi, parce qu'il y a eu des périodes romantiques aux échecs, des périodes où on jouait un peu différemment selon l'actualité politique. Peut-être pas l'actualité politique, mais la compréhension du jeu, oui. Il y a une bascule très importante qui se fait autour du XVIIIe siècle, vers 1772, quand Duncan Philidor, un Français, publie son traité du jeu d'échecs, où il explique que c'est la structure de pion qui va diriger le jeu des pièces, qui va faire des montagnes, des vallées sur l'échiquier, enfin qui va créer des cases fortes, qui va créer des faiblesses, etc. Donc la structure de pion, le jeu des pions, c'est la fameuse citation le pion est l'âme des échecs. Cette toute petite pièce, la plus petite pièce du jeu, celle qui est la plus empruntée, la moins puissante. En fait, c'est elle qui va conditionner la partie. Et toutes les échecs modernes sont fondés sur ce concept-là. Ça a été posé au XVIIIe siècle. Et puis après, effectivement, il y a eu période romantique avec un jeu de pièces plus actif, des combinaisons, une prépondérance donnée à la tactique. Des ouvertures plus dangereuses à double tranchant, comme si on était en duel, et puis une prépondérance donnée à la tactique, c'est-à-dire le jeu tactique mis en avant. Et puis à partir du 19e, fin 19e, avec c'est William Steinitz, un Allemand, qui a vraiment imposé un jeu beaucoup plus stratégique, avec une vision stratégique à long terme. C'est lui qui a posé ces fondements-là. Et puis ensuite, voilà, c'est un mixte entre les deux en fonction du style du joueur. Le joueur va choisir plutôt de jouer stratégique parce que ça lui plaît, plutôt tactique. Voilà. Bon, parlons maintenant des échecs aujourd'hui, les échecs au présent. À partir de quel âge peut-on jouer aux échecs ? Il n'y a pas d'âge pour jouer aux échecs. Enfin, si, il faut être capable de se poser, mettons, quelque chose comme une demi-heure devant un échiquier, quoi. Peut-être jouer avec les petits au pion pour commencer, non? Voilà, il y a différentes formes de jeu, absolument. D'ailleurs, quand on fait beaucoup d'interventions dans les écoles et en direction des jeunes, dans les clubs dromois, il y a une école d'échecs dans chaque club, c'est-à-dire un espace temps prévu pour les jeunes, pour les accueillir, pour les faire grandir.
Développer leur confiance en eux aussi. Développer leur confiance en eux, se rendre compte qu'effectivement ils sont capables de créer quelque chose avec leur cerveau, uniquement avec leur cerveau, ça c'est une vraie découverte. Quelles sont les qualités pour pouvoir jouer aux échecs? Je crois que c'est d'abord la passion, faut avoir envie, quoi, faut aimer ça. C'est pas tout le monde n'aime pas ça. Bon, si on n'aime pas, bon, c'est pas forcément marrant. Mais c'est vrai qu'avec quelques morceaux de bois et puis un simple plateau, on peut créer des choses extraordinaires. Donc il faut d'abord aimer et puis après pour devenir bon, ben, il faut d'abord beaucoup travailler. Il y a quand même pas mal un bagage technique important à acquérir et puis je dirais que les ressorts purement en termes d'intelligence, enfin en termes c'est la mémoire probablement, ça c'est très important. Ouais, la mémoire, la concentration, la résolution de problèmes peut-être. La concentration, la résolution de problèmes, c'est l'intuition, mais ça, c'est plutôt généré par le calcul, par le travail, l'intuition, elle est alimentée par l'expérience, en fait. Mais effectivement, ça en fait partie. Bon, j'avais lu une étude de l'université Lyon 2 qui disait qu'en fait, lorsque les enfants apprennent à jouer aux échecs, ils vont pouvoir utiliser les compétences acquises à l'école pour améliorer leurs résultats. Et ça fonctionne. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, il y a pas qu'à Lyon 2, c'est pas mal d'études qui ont été faites de ce point de vue-là. J'ai en mémoire une étude québécoise qui montre que les échecs développent la vision dans l'espace, aussi. Voilà, bon, évidemment, ça permet de faire l'expérience de la vie, en fait, c'est-à-dire que chaque chose que l'on fait ou que l'on ne fait pas, ça a des conséquences. Donc pour un enfant, c'est important de se rendre compte d'apprendre à se projeter, en fait. Voilà, on leur apprend à se projeter. Restez avec nous, Jérôme Valenti. Vous allez nous dire dans un instant de quelle façon vous intéressez tous vos publics en Dromardèche, les activités que vous organisez. On marque une petite pause et on revient dans un instant. Et les échecs sont à l'honneur ce soir dans 100% sport, parce que depuis le début des années 2000, le jeu d'échecs est reconnu comme sport en France. De prime abord, on pourrait trouver tout cela incongru, et pourtant, le cerveau est un muscle qui est très sollicité lors des parties, Jérôme Valenti. Oui, alors c'est pas un muscle, mais c'est un organe effectivement qui est partie intégrante du corps. D'ailleurs, vous enlevez votre cerveau et puis ouais, vous cessez d'exister, il n'y a plus rien qui marche. Et les échecs, c'est une activité qui permet. On a rarement la possibilité de solliciter son cerveau à 100%. C'est rare. Les échecs, ça permet effectivement de solliciter son cerveau. Euh, c'est presque une méditation, le fait de partir, de réfléchir sur une partie d'échecs. Et c'est très très fatigant. Et ça consomme énormément d'énergie. Ouais. Ouais, l'énergie dépensée quand vous jouez 2 heures de façon intense équivaut à un entraînement de footing de 10 km. Oui, c'est ça, mais la comparaison, enfin, c'est pas la même fatigue. Quand votre muscle est fatigué, il vous le dit, vous le sentez. Quand votre cerveau est fatigué, il n'y a pas de signal. Voilà, vous sentez que vous êtes moins performant, mais bon, dans la vie de tous les jours, c'est pas significatif, ça se voit pas forcément. Alors que dans une partie d'échecs, vous sentez tout de suite que vous êtes fatigué, quoi. Moi, je sais que quand je suis en compétition, si jamais j'ai pas bien dormi, je suis pas bien Ouais, prêt, ça aussi on le voit dans la au bout série. de 10-15 coups, je sens que la barre d'énergie a baissé, que j'ai du mal voilà, à trouver les bonnes solutions, les idées viennent moins vite, les calculs sont moins fiables. Oui. Donc l'endurance, c'est une des qualités principales d'un bon joueur d'échecs. Vous parliez de faire des calculs tout à l'heure. Peut-on démythifier le jeu d'échecs? Pas besoin d'être fort en mathématiques pour bien jouer aux échecs. Absolument, non, ça a absolument rien à voir. Alors bon, c'est vrai que la vision dans l'espace peut-être est un critère important, donc peut-être que les gens qui sont plus versés dans les mathématiques ont plus de capacité dans ce sens-là, mais non, il y a des très grands champions qui étaient avocats. Par exemple, j'ai cité Paul Morphy, Nathalie Karpov, par exemple, sont des littéraires, sont pas des mathématiciens. Il n'y a pas besoin d'être mathématicien, ça n'a pas grand-chose à voir finalement, même si on peut ensuite mobiliser des compétences pour les mathématiques ou pour la littérature, mais
Non, c'est pas, c'est ouvert à tout le monde en fait. Le milieu reste largement dominé par les hommes. À quoi est due cette différence selon vous? Pour moi, c'est un mystère. Je pense que c'est le fait qu'il y ait peu de femmes dans les clubs, peu de jeunes filles, ben, ça n'incite pas les jeunes filles et les femmes à venir au club, quoi. Je crois que c'est ça, je pense que c'est surtout ça le problème. Parce que, bon, les femmes, ouais, il y a des femmes qui sont très très fortes et qui sont plus fortes que les hommes ou qui sont aussi fortes que les hommes. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de différence de genre. Alors même si peut-être la vision dans l'espace, l'homme peut-être voit un peu mieux dans l'espace, mais bon, ça fait pas une différence Non. énorme. Je rappelais l'histoire de Judith Polliard. Judith Polliard, 4e rang mondial, c'est juste, voilà, c'est juste que c'est possible. Donc, Aujourd'hui, vous essayez de les attirer, Oui, ces jeunes filles, et bien de sûr. quelle façon? alors, de quelle façon on intervient dans les écoles? Donc, dans les écoles, c'est notre cible prioritaire. Dans les écoles, on a un salarié qui propose des prestations un agent de développement qui propose des prestations dans les écoles. Et les écoles ont l'avantage d'avoir 50% de filles, 50% de garçons à peu près. Donc, et ça, et là, ça permet aux jeunes filles de se rendre compte qu'elles peuvent jouer aux échecs. D'ailleurs, le dernier tournoi, par exemple, scolaire qu'on a fait, euh, à l'école à l'école Rigaud ici à Valence, c'est une jeune fille qui gagne. Et alors, est-ce que les garçons et les filles ont un jeu différent? Non, Non. non, moi je crois pas qu'il y ait de jeu féminin non, Mhm. non, 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 le style il dépend pas du genre, le style il dépend de si on aime ou pas les positions tendues, les positions où tout peut s'écrouler d'un seul coup, si on aime les positions où c'est le feu sur l'échiquier, voilà, ou pas. Non, le style, c'est pas, il n'y a pas de genre dans le Pas de style. style de genre, parce que Non. certaines personnes disent que les garçons sont encore très axés sur la compétition et les filles, elles, veulent retrouver une sorte de vérité sur l'échiquier, mais bon, ça, j'imagine qu'il y a différentes écoles. Oui, oui, alors peut-être, effectivement, mais quand on fait un compétiteur, c'est un compétiteur. Mm. Alors après, effectivement, dans la pratique, c'est comme pour le vélo, en fait. C'est toujours un vélo, vous allez chercher votre pain le matin, vous faites du vélo, vous allez faire une balade en famille, vous faites du vélo, et puis vous faites le Tour de France, vous faites du vélo, mais ça n'a plus rien à voir. Donc, jouer aux échecs en famille, et puis jouer en compétition, c'est vraiment deux choses différentes. Avant de se quitter, Jérôme Valenti, une actualité, vous organisez un tournoi pour les jeunes qui sera ouvert aux joueurs, évidemment, aussi aux spectateurs. Oui. Ça va se passer à Bourg-de-Péage. Ça se passera à Bourg-de-Péage, ça doit se passer le 16 juin. Donc j'invite tous ceux et toutes celles qui veulent jouer, les jeunes qui veulent jouer, à nous rejoindre. C'est avec grand, grand plaisir. C'est un tournoi qui est le point d'orgue de notre saison de développement en direction des jeunes, voilà, et qui aura lieu le jeudi 16 juin. Merci beaucoup Jérôme Valenti, président de l'échiquier romano-péageois et président du comité départemental du jeu d'échecs. Nous avons mis sur notre site internet francebleu.fr en page Drôme Ardèche les liens pour accéder notamment au site de la Fédération française des échecs qui vous propose des adresses dans toute la France et notamment dans nos départements Drôme et Ardèche. Et à très bientôt. Pour se quitter, Merci à Dépêche vous. Mode, voici Enjoy the Silence sur France Bleu Drôme.